Bonjour à tous. Merci Flupa pour la sélection de ce thème dans cette plongée justement du service hospitalier. Effectivement, ce que je veux vous montrer un petit peu aujourd'hui, c'est comment est-ce que l'on peut imaginer un design de service global dans cet environnement qui est un petit peu atypique, qui est celui donc de services hospitaliers. Alors, je vais m'appuyer sur différents projets qu'on a réalisés depuis plusieurs années. On a réalisé des projets dans différents services, des services d'urgence, dans des blocs opératoires, sur des fonctionnalités d'accueil. Et puis, je prendrai aussi également un petit peu de temps pour vous montrer des applications concrètes dans des services donc, de soins intensifs. Donc là, c'est des projets qu'on a menés vraiment dans le pic de la période Covid. Et on était en sortie de réanimation, en transition vers la rééducation. Le contexte global aussi du système, je dirais, hospitalier, vous le connaissez un petit peu, mais c'est un système qui est quand même en tension aujourd'hui. Si je le dis, c'est que ça va avoir de l'importance pour notre conception et notre design. Et la tension, on la ressent notamment sur les ressources humaines. On a des problématiques de recrutement, de faible valorisation, de turnover, de postes vacants. Et bien entendu, ça a eu vraiment un impact. Alors je vais commencer par c'est un petit clin d'œil en fait, c'est assez symptomatique finalement du traitement de l'expérience dans le système hospitalier. Donc là, on est sur un couloir finalement, avec 3 chambres devant nous. Et au-dessus de chaque chambre, on a un petit voyant lumineux. Et lorsque la famille elle arrive effectivement pour rendre visite aux patients dans ce couloir, eh bien, par exemple sur cette chambre 202, effectivement la porte est fermée. Effectivement, on va avoir un petit chariot devant, mais un voyant vert au-dessus, donc elle va rentrer. Évidemment, le voyant vert, il indique qu'il y a un soin en cours et qu'il ne faut absolument pas rentrer dans cette chambre. Donc voilà, c'est juste révélateur finalement de ce traitement, je trouve, de l'expérience. Alors à Actant, donc nous on est vraiment spécialisé sur le design de services et plutôt de services et de systèmes complexes. Et on utilise un modèle qu'on a créé qui, comme tout modèle, a ses limites, hein, bien entendu, mais c'est un modèle qui, selon nous, en tout cas, représente plutôt bien le service. Donc on peut y retrouver 4 dimensions, la valeur, l'expérience, le contexte et bien entendu l'utilisateur. Dans ce service, en fait, on n'a pas de problématique de valeur dans les services hospitaliers. L'utilité, elle est toujours très bonne. Et d'ailleurs, voilà, la large majorité des patients ressortent du service dans un bien meilleur état que celui dans lequel ils sont entrés. L'utilisabilité est plutôt bonne. Bon, la désirabilité peut être un peu perfectible, mais voilà, la valeur, ça marche bien. Le contexte, alors ça peut y avoir un petit peu de variabilité, mais le contexte, que ce soit les outils, les équipements, notamment tous les éléments techniques autour du soin, les appareils, tout ça, on est plutôt sur de la qualité, avec un bon niveau de maintenance. L'environnement, les chambres, en général, ça marche bien. Bon, les technologies, on ne va pas trop du tout même le traiter aujourd'hui. Bon, il y a peut-être quelques éléments perfectibles. Sur la partie utilisateur, hein, la maîtrise des gestes techniques, des compétences, des connaissances, on n'a pas grand-chose à redire. Après, on peut avoir des petits... Voilà, sur l'écosystème, sur les imbrications entre les différents services, là, on pourrait travailler un petit peu. Mais surtout, et ça, c'est mon évaluation personnelle à travers les différents projets qu'on a menés, moi, je pense que c'est vraiment autour de l'expérience que l'on peut améliorer les choses, que ce soit en termes de parcours, que ce soit en termes d'interaction, que ce soit en termes de collaboration. Donc aujourd'hui, je vais me focaliser un petit peu sur cette dimension expérience. Alors, comme l'idée est d'avoir cette démarche de design global, je dirais de design à 360 degrés d'un service, on a une petite complexité puisqu'on a beaucoup de niveaux d'utilisateurs différents dans ce service. Ce service va être coproduit par tous ces niveaux d'utilisateurs. Et donc là, l'idée, c'est de prendre les 3 niveaux d'utilisateurs principaux, de décomposer pour chaque parcours et ensuite de recomposer le tout dans des macros-hypothèses qui, j'espère, vont toucher les 3 niveaux d'utilisateurs.
Donc voilà, donc le premier parcours qu'on va voir, c'est le parcours des soignants. Donc la majorité des soignants, ce sont des infirmiers, ce sont des aides-soignants. Après, on va retrouver bien entendu les médecins, du chef de service jusqu'à l'interne. On va retrouver des psychologues et puis on peut retrouver également les paramédicaux, les kinés et ainsi de suite. On retrouvera le parcours patient. Et puis enfin, la famille. Alors la famille, je l'ai représentée, c'est souvent, notamment sur ces services-là, en sortie de réanimation et tout, c'est souvent, il y a un interlocuteur privilégié, c'est souvent le fils, la fille ou le conjoint. On n'a pas une famille de 5 personnes qui va arriver. Alors, au niveau des soignants, donc là, je ne peux pas, bien entendu, dans le temps imparti, vous montrer tous les éléments en termes de parcours, mais les principaux insights, ce qui est sûr, c'est que le parcours d'un soignant, c'est vraiment une succession de tâches sans interruption. Il y a une vraie pression temporelle, ils ont un manque de temps qui est vraiment prégnant. C'est même compliqué de faire une petite pause déjeuner. Et ça, c'est vraiment pesant. Nous, dans toute la partie exploratoire, on avait fait, par exemple, des analyses, des études du coût cardiaque relatif sur les aides-soignants, sur les infirmiers, sur plusieurs services. Et à chaque fois, le niveau de pénibilité, il était dans du lourd et du très lourd. En fait, chaque tâche n'est pas difficile, chaque tâche n'est pas pénible, mais c'est vraiment la succession et la répétition des tâches qui fait qu'on a ce niveau de pénibilité. Ensuite, on a environ 50% du coup de ce que j'ai pu observer, du temps de ces équipes soignantes qui est passé dans le contact avec le patient. Donc ça, c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire que, par exemple, je passe 4 heures à 4h30 par jour en interaction avec le patient, dans sa chambre. Alors par contre, c'est dissymétrique. On peut avoir, selon bien entendu les besoins du patient, on peut avoir une infirmière qui va passer 2 heures avec un patient, 1 heure avec un autre patient et 2 fois une demi-heure avec les 2 derniers patients qu'elle va avoir dans son périmètre. Donc voilà, donc c'est vraiment un parcours qui est compliqué pour eux. Et après, on a un résultat qui, moi en tout cas personnellement, m'a vraiment étonné, c'est la communication. La communication sur ces soignants, c'est vraiment la tâche numéro 1 de très très loin. C'est bien, ils en font beaucoup plus que de réaliser des gestes techniques. Je mets des chiffres qui sont des synthèses finalement entre différents projets, mais voilà, c'est environ un tiers du temps de travail en communication avec le patient, un autre tiers en échange avec l'équipe, que ce soit de la discussion, de la planification, de l'organisation ou même de la formation. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas d'outils pour soutenir cette relation. Autant ils vont avoir beaucoup d'outils sur les gestes techniques et autres, mais sur la relation et la communication, ils n'ont pas vraiment d'outils. Bon, il y a un petit problème aussi de législation avec les smartphones qui sont interdits, même s'ils les utilisent énormément avec des groupes WhatsApp ou autres, parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans. Mais voilà, on a cette communication qui, moi personnellement, je pense qu'on peut la rendre un peu plus efficiente. Elle est souvent informelle, elle est souvent verbale. Voilà, je pense qu'on peut l'améliorer. Ensuite, on a des insights autour de l'organisation qui paraît à optimiser. Donc là, comme je vous ai dit, dans ces équipes de soignants, on a souvent différents métiers, et puis l'organisation passe mieux, on va dire, entre plusieurs personnes du même métier que d'un métier à l'autre. Voilà, donc il y a cette forme de limite pluridisciplinaire. Et puis, on a besoin, bien entendu, de planifier toutes ces interventions auprès du patient. Le patient n'est pas disponible pour avoir tous les soins en même temps. Enfin, sur ces insights soignants, il y a aussi des contraintes psychologiques vraiment qui vont être fortes, qui vont peser sur le soignant. Il y a une forte sollicitation des patients qui demandent, comme je l'ai montré, de la réassurance, de la présence. Et il y a des vrais moments de rupture. Bien entendu, on a des fois des absences d'évolution, on a de la stagnation. Ça peut évidemment, dans des services comme ceux-ci, aller jusqu'à la fin de vie. On a les familles aussi qui sont présentes, les familles qui vont avoir beaucoup de demandes, qui vont avoir beaucoup de questions. Parfois, on va être en conflit avec les familles. Et puis, comme je le disais sur le contexte un petit peu global tout à l'heure, en termes de valorisation, c'est assez faible, je dirais, de l'institution. Donc là, toutes les émotions positives, les gratifications, ils vont vraiment les recevoir à travers les retours finalement des patients et des familles.
Sur le parcours patient. Donc, le parcours patient, vraiment, il commence par une forte rupture. On a eu des profils de patients qui étaient extrêmement variés dans ces services de soins intensifs. On pouvait avoir des patients atteints de maladies chroniques qui, entre guillemets, étaient des habitués des hôpitaux, et puis des patients qui ont eu un accident, et puis aussi beaucoup de patients qui ont eu le Covid. Et ce qui est sûr, c'est que là, il y a une rupture forte, leur vie bascule à un moment donné, et elle ne sera plus jamais comme avant. Donc ces patients, évidemment, ils sont très diminués, voilà, avec plus ou moins, mais des pertes de motricité, de parole, de la confusion, de la perte de repères spatio-temporels, de la dénutrition. Voilà. Ils sont vraiment affectés, ces patients. Pour eux aussi, la dimension psychologique, elle est vraiment exacerbée. Ils doivent accepter cette forme de dépendance. Ils ont une crainte sur leur autonomie future, d'autant qu'ils voient une crainte qui est plutôt avérée, malheureusement, et d'autant plus qu'ils ne voient pas réellement d'évolution, on va dire, à court terme. Dans ces services, il y a un petit peu de temps de psychologue, mais c'est assez faible en fait. Il y a un mi-temps, il y a 50% de temps en psychologue pour accompagner donc une 10-12 patients et 10-12 familles. Donc c'est assez peu et ils ne peuvent pas encadrer tout le monde. Bien entendu, l'impact, c'est d'avoir des fortes fluctuations de la motivation. Donc déjà, le patient, vraiment, physiquement, il est fatigué. Et puis ensuite, il va avoir des bonnes journées, des moins bonnes journées. Il vit vraiment au jour le jour. Et il a peu d'émotions positives. Alors, notre famille. Alors, le premier défi pour la famille, souvent, ça débute par un appel téléphonique. Et on lui dit... Votre père, par exemple, a été déplacé dans un nouveau service, il va être super bien pris en charge, c'est une très très bonne nouvelle. Vous pouvez le retrouver dans ce service. Donc il va falloir qu'elle évolue, par exemple si c'est sa fille, dans l'environnement, qu'elle trouve le bon hôpital, qu'elle trouve le bon service, et ensuite qu'elle puisse accéder aux patients. Donc déjà, il y a cette problématique de cheminement. Et puis aussi, on s'est rendu compte que dans tous les hôpitaux, ou dans beaucoup en tout cas dans lesquels on a travaillé, il y a une absence des fonctions spatiales basiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours avoir un parking, on ne va pas toujours avoir un accueil, on ne va pas toujours avoir un espace d'attente, on ne va pas toujours avoir une zone de confidentialité. Donc tous ces éléments vont quand même amener beaucoup de ruptures dans l'expérience de la famille. La famille, elle se pose énormément de questions. Alors, une fois que la famille a trouvé le patient, souvent ce qu'elle fait, elle va voir le premier soignant qu'elle croise et elle lui dit « Bonjour, je suis la fille de monsieur Untel qui est arrivé hier ». Et là, le soignant lui répond, lui dit « Ah oui, vous êtes la fille, il est arrivé hier, effectivement. Écoutez, moi, il va bien, je prends bien note de vous planifier un rendez-vous avec le médecin chef de service, par exemple ». Et le soignant, il a très bien fait son travail, sauf que la famille, elle est vraiment dans ce questionnement. Et pour elle, elle n'a pas eu vraiment la réponse qu'elle venait chercher. Et donc, ce qu'elle fait, elle va aller voir le soignant qui est juste à côté. « Bonjour, je suis la fille », et ainsi de suite. Voilà, donc il y a toujours cette volonté d'échange de la famille et de répondre à énormément de questions. Et cette famille, elle est vraiment clé, puisqu'elle va très bien connaître le patient, elle peut jouer un rôle de soutien psychologique, elle joue évidemment un rôle de lien social, donc c'est prépondérant dans l'évolution du patient. Enfin, la famille, il y a quand même une certaine méconnaissance de la situation. Elle a toujours envie de bien faire, évidemment, la famille, mais elle n'a pas connaissance sur les actions possibles, les dangers. Souvent, ils vont faire des tests. La famille elle va faire des tests de mémoire, va faire des tests de motricité, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment des problèmes de mémoire, ce n'est pas vraiment des problèmes de motricité. Donc, nous, ce qui était souvent revenu, c'était que la famille, par exemple, elle aimerait bien apporter de la nourriture pour le patient. En plus, c'est intéressant, il y a un impact motivationnel qui est réel avec cette nourriture, mais elle ne sait pas ce qu'il peut manger. Ou voilà. Donc, il y a une vraie méconnaissance. Donc là, en fait, je vous ai montré nos trois niveaux d'utilisateurs. Alors, encore une fois, j'en ai pris que 3. Hein. Il y en a bien plus dans un service hospitalier, pour simplifier. Et maintenant, je vais recomposer ces parcours avec des macro-hypothèses et j'espère pouvoir ensuite impacter tout l'ensemble de mes niveaux d'utilisateurs. Alors la première hypothèse, elle est très simple, mais c'est vraiment améliorer l'expérience de l'équipe, des patients et des familles
avec une réelle contrainte sans y passer plus de temps. Puisque là, je vous ai dit que les soignants n'avaient pas le temps. Si je mets en place tout un nombre de rituels, où je retravaille tous les rituels, et que je rajoute des choses, ils ne vont pas pouvoir le faire. Et ils vont privilégier les soins, ce qui sera tout à fait normal. Donc, il faut bien faire attention. Donc, on va travailler sur les rituels, et je vous montrerai bien entendu des illustrations concrètes. Et on va travailler les moments clés, mais en prenant bien attention à ne pas y passer trop de temps. Ensuite, on va outiller l'expérience avec des supports physiques, et puis on va essayer d'avoir une approche un peu plus fonctionnelle des espaces. Donc là, les objectifs sont vraiment de systématiser et d'homogénéiser l'expérience. Ce qui se passe aujourd'hui, comme encore une fois, tous les postes ne sont pas pourvus, on a une compensation individuelle. Donc là, l'idée, c'est, ou même l'humain, quand il est présent, l'humain il peut être fatigué et l'expérience va se dégrader. C'est de rendre systématique cette expérience et homogène au regard des différentes situations. Et puis, alors, pour être tout à fait honnête, si on travaille un petit peu sur les rituels, même au début, dans une phase d'apprentissage, ils vont y passer un petit peu de temps. Donc il faut qu'on trouve un moyen de regagner du temps. Et le moyen de regagner du temps, c'est d'anticiper les demandes pour limiter les sollicitations. Il y a beaucoup de sollicitations envers l'équipe soignante qui sont fondées ou infondées, mais qu'on peut anticiper. Je parlais tout à l'heure de nourriture. Plutôt que de planifier un rendez-vous avec la diététicienne dans 2 semaines, qui sera dans un autre bâtiment, avec un rendez-vous avec l'orthophoniste par rapport à la déglutition dans 1 semaine, qui sera dans ce bâtiment, et de faire le point final avec le chef de service, ce qui sera une forte sollicitation de tout le monde avec des délais, on peut très bien imaginer une petite fiche indicative sur la prise de nourriture dans ce service. C'est un exemple. La macro-hypothèse numéro 2, c'est structurer le partage d'informations pour simplifier la planification et l'organisation. Donc là, l'idée, alors nous, on a eu un parti pris qui était assez fort, c'était vraiment de centraliser la planification au niveau du poste de soins. Le poste de soins, c'est vraiment le centre névralgique du service. Tout le monde, tous les métiers passent par ce poste de soins. Donc ça, c'était notre parti pris. Et puis, dans ce poste, d'utiliser des supports de communication partagés. Et encore une fois, je vous montrerai des exemples. Donc là, les objectifs, c'est vraiment d'anticiper les situations à venir, de diminuer la charge mentale, parce que, encore une fois, tous les échanges oraux informels, ce sont que de la charge mentale. Il faut que je pense à dire telle chose à telle personne. Et tout ça, c'est pesant au fur et à mesure. On cherche aussi à favoriser le transfert. Et puis, c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Dans ces services, on a du turnover, on a des intérimaires. Et quand beaucoup, en tout cas, est informel, ça devient plus compliqué pour s'intégrer. La dernière grande hypothèse, c'est de rendre tangible la progression du patient. Alors, avec effectivement le bémol, quand il y a progression. Parce que si on rend tangible la progression, c'est la progression qu'on aura le plus, mais on rend aussi tangible la stagnation et on rendra tangible la régression, avec bien entendu des impacts assez forts. Donc là, l'idée c'est assez simple, c'est de visualiser le parcours, c'est de partager des jalons, de mettre tous ces éléments à jour. Et là, en fait, ça nous permet de toucher nos 3 niveaux d'utilisateurs, d'accroître. C'est un vrai levier qui est important, cette progression. Ça permet d'accroître la motivation du patient, ça permet de gratifier l'équipe, et puis ça permet en même temps de rassurer la famille. Donc c'est vraiment clé. Donc maintenant, je vais vous présenter donc des solutions qu'on a testées, des prototypes qu'on a pu faire. Donc on va commencer avec je vais vous montrer 3 prototypes. On commence avec un premier prototype qui est une frise justement de progression, donc qui répond à la 3e hypothèse qu'on vient de voir. Et sur cette frise de progression, donc on peut voir la date d'arrivée, on va mentionner la date de sortie. Alors là, c'est un service où c'était pas très long, mais ça peut être un petit peu plus long. On a différents axes. Donc là, par exemple, on avait un axe autour de la mobilisation, de la déglutition, de la ventilation. On avait des infos complémentaires sur les médicaments, les repas, le sommeil, l'état d'anxiété, le temps passé au fauteuil, ainsi de suite. Donc là, c'est une frise que nous, on a testée sur plusieurs semaines en chambre. Et donc, les soignants venaient au fur et à mesure soit écrire, soit mettre des magnettes, qu'on avait bien entendu travaillé au préalable avec des dates. Et ça permet de tangibiliser cette progression avec les impacts que je viens de citer pour nos 3 niveaux d'utilisateurs. Donc ça a plutôt marché dans nos tests. Le côté support pédagogique a plutôt fonctionné, le support d'information a bien fonctionné, et ce qui permet d'avoir donc ce levier motivationnel.
Après, en toute modestie, ils l'ont abandonné après nos tests, ou ils ne l'ont pas pérennisé. Donc je pense qu'on avait quand même des petites améliorations à fournir. Ce qui est intéressant, c'était que sur la première partie du séjour, hein, sur la première semaine ou les premières semaines dans le service, personne ne voyait trop l'utilité finalement de cette frise. Et l'utilité, notamment pour le patient, elle arrivait vraiment en fin de séjour, où vraiment il allait guetter, et c'était une victoire pour lui lorsqu'il y avait un nouveau magnète d'affiché à la frise. Pardon. On avait fait, bien entendu, un cahier des charges avec les différents rituels qu'on va avoir autour, l'arrivée du patient, la présentation, la nouvelle progression, les régressions, malheureusement, comment on gère ces régressions, les visites et ainsi de suite. Je vais passer à un deuxième prototype. Donc là, le prototype autour de notre hypothèse sur le poste de soins. Alors là, on a essayé justement d'appréhender les grandes fonctionnalités du poste de soins. Alors donc ici, sur toute la partie gauche, on a toutes les informations patients. Donc là, on avait 12 patients dans ce service, on avait une petite fiche par patient, et on va les voir ensuite. Au milieu, on avait toute une partie surveillance, avec les caméras, le monitoring. Et puis sur la droite, on avait toute la partie traçabilité. Donc les infos patients, ce n'est pas de la traçabilité. La traçabilité, c'est vraiment tout ce qui est officiel et tout ce qui est numérique du coup. On a travaillé, bien entendu, sur l'implantation spatiale de ce poste de soins. Et puis, pour revenir sur ces infos patients, en fait, dans ces petites fiches, donc ça, c'est des petites fiches A4, donc là, qu'on peut retrouver ici, affichées dans le poste de soins. En fait, ce sont toutes les informations orales que l'équipe soignante va se dire. Et là, l'idée, c'est de pouvoir les écrire avec le petit bémol, ceci n'a pas de valeur de prescription. Et donc là, ici, bien entendu, c'est lié au service, mais avec la respiration, les détails, c'est vraiment des détails très opérationnels. La respiration, l'alimentation, la possibilité de faire un transfert du fauteuil au lit à un siège de voiture, des choses comme ça, tous les éléments de communication. Et en fait, en permanence, c'est affiché dans le poste de soins. Tout le monde peut avoir l'information, des informations, encore une fois, très pratiques, très concrètes. Et puis, on peut décrocher la petite plaquette, et typiquement en réunion hebdomadaire, on emmène la feuille, et donc on est beaucoup plus à même, finalement, devant toute l'équipe, de parler de ce patient et des spécificités de ce patient. On peut aussi emmener la feuille, bien entendu, dans la chambre pour échanger avec le patient ou pour échanger avec la famille. Donc là, c'est un autre mur. Donc ici, on a les fonctions de stockage, des fonctions de pharmacie, bien entendu, pour les infirmiers. Et puis, on avait un artefact autour du tableau d'équipe que je vais vous présenter. Donc là, le tableau d'équipe qui est ici, donc là, c'est un tableau blanc qui est, on voit à droite, tel que l'on l'a testé, avec, on peut écrire et donc effacer. Et on a tous les contacts, parce qu'en permanence, tout l'écosystème, toutes les modalités de contact de l'écosystème vont changer tous les jours, avec le système de garde, le système d'astreinte. Il faut avoir les différents numéros pour réserver des brancardiers ou autres. Ensuite, on a toute la partie absence ou information sur des vacances, des formations du personnel. Les réunions famille qui sont à prévoir dans la semaine. Donc bien entendu, s'il y a une réunion avec une famille, on doit l'anticiper, on doit la préparer. Ici, très important, toutes les entrées et les sorties, on est sur un flux permanent. Dès qu'il y a un lit qui se libère, et encore plus là dans la période de pandémie, dès qu'il y a un lit qui se libère, on a quelqu'un qui arrive. Mais il faut appeler les taxis, il faut réserver les taxis, il faut préparer les chambres en fonction des besoins du patient. Donc on a besoin de l'anticiper aussi. Ici, on avait le planning rééducateur, pareil à la semaine, avec le planning, les kinés, ici les patients, et puis les kinés, les ergothérapeutes, les orthophonistes. Et on peut s'organiser à la semaine, et puis bien entendu faire la toilette avant de passer sur de la rééducation, et ainsi de suite. Et enfin, on avait tous les rendez-vous médicaux programmés, les examens, que ce soit des examens en interne dans l'établissement, ou que ce soit des examens en externe. Donc voilà, donc ça c'est un... Pareil, on a pu le tester pendant plusieurs semaines, ça a plutôt bien marché. Il y avait une problématique sur un rendez-vous interne-externe, puisque c'était pas trop utilisé. Et du coup, la version que je vous ai montrée ici à gauche, c'est une version qui était modifiée, où a priori ça convenait mieux. Sur ces deux prototypes autour du poste de soins, alors là, ils ont vraiment bien fonctionné. Alors, on s'en doutait un petit peu.
Et donc on les avait bien renforcés, mais ils ont été jusqu'à l'usure physique, je dirais, des prototypes qui ont lâché au bout de 7-8 mois. Donc on avait fait bien entendu également les rituels, que ce soit dans les réunions hebdomadaires, les congés, les différentes mises à jour, les entrées et les sorties. Dernier prototype, qui est plus justement sur la problématique de cheminement des familles. Alors là, on est dans le cas le plus favorable finalement. C'est un cas où bienvenue, c'est votre première visite, rendez-vous à l'espace d'accueil. Et en fait, l'espace d'accueil, il était au même niveau que le service. Donc là, c'est très facile. On peut faire un cheminement qui passe par l'accueil hospitalisation avec les différents panneaux. Donc ça, bien entendu, on l'a testé en réel. Je vous montrerai les photos ensuite. Là, c'est un cas de figure où c'est un peu plus difficile. C'est-à-dire que le secrétariat d'hospitalisation, il n'était pas dans le même bâtiment ou pas au même étage. Donc là, on est obligé de passer par des moyens un petit peu détournés, avec une sonnette, sonner, patienter, et on va vous faire un vrai accueil. Et si vous êtes déjà venu, vous pouvez déjà rentrer. Attention, petit voyant vert, si jamais c'est allumé. Donc tout ça, en fait, pareil, on a pu le tester pendant plusieurs semaines en physique. Donc on avait mis les panneaux, bien entendu, en physique, et c'est voilà, alors, ceux-ci, ils ne les ont pas laissés installer après notre venue parce que forcément, ce n'était pas une signalétique qui était du tout prévue pour durer, mais il était clairement question de les mettre en place. Alors ça, c'est peut-être un petit peu anecdotique, mais pareil, c'est comme mon petit clin d'œil avec la lumière tout à l'heure, je pense que ça illustre bien aussi. Ça, c'était dans un service qui était au premier étage. Et la sortie de l'hôpital se faisait au premier étage. Et il y avait 3 niveaux, 2 étages au-dessus. Et en fait, toutes les personnes de l'étage au-dessus descendaient au premier étage et la sortie n'était pas indiquée. Et mais c'était très très fréquent. Toute la journée, ils demandaient aux soignants « Excusez-moi, je cherche la sortie. Excusez-moi, je cherche la sortie. » C'est tout bête, mais quand je disais qu'on peut anticiper des choses pour limiter la charge des soignants et que les soignants passent peut-être plus de temps au rituel et à l'expérience, ça, c'est vraiment un élément que je veux dire, c'est enfantin. Tout le monde, avec bien entendu la petite posture de recul que l'on a par rapport à eux qui sont dans le rush des soins et de l'activité, c'est des choses qui étaient assez faciles à mettre en place. Donc, au final, je dirais sur ces services hospitaliers, dans cette démarche globale, on a eu des vrais avantages d'être intervenu dans la période Covid. L'avantage, c'est que la tension sur le système hospitalier, bien entendu, permettait d'exacerber les différentes problématiques, les différents parcours que je vous ai montrés. Donc ça, pour nous, c'était un petit peu plus facile. Par contre, ça présente aussi des inconvénients. C'est que mettre tout ça en place dans ces services hospitaliers, si le service il est déjà en tension, voire un petit peu à la rupture, ça devient compliqué. C'est assez difficile pour les soignants d'avoir une analyse réflexive, alors qu'eux-mêmes se sentent un peu submergés, un peu surchargés. Et nous, si on vient, on leur dit « Ah ouais, vous pourriez modifier ceci, cela ». Voilà, selon les hôpitaux, ça s'est plus ou moins bien passé. Et après, il y a un point sur lequel je voudrais un petit peu insister. Ça, c'est une bonne recette. On n'a pas tant trouvé de bonnes recettes, puisque, encore une fois, c'était complexe, mais il y a une recette qu'on a trouvée qui fonctionne bien. Nous, on travaille énormément avec des ateliers donc, de co-conception, puisque là, on est quand même sur des sujets très techniques. Moi, personnellement, les soins techniques, je suis totalement incompétent. Donc on a vraiment besoin des soignants pour co-construire, pour travailler. Et dans cet environnement, c'est très difficile finalement de pouvoir mettre en place ces ateliers collaboratifs. Déjà, on ne peut pas les mettre sur le temps de travail, c'est impossible. Parce que si on les met sur le temps de travail, il n'y a personne pour surveiller les patients. Donc nous, une recette qui fonctionne bien, c'était de faire des ateliers collaboratifs en fin de journée. Donc ceux qui étaient de garde pour la nuit, l'équipe de nuit, elle arrivait un petit peu avant la prise de son poste. On faisait un petit peu un atelier avec un buffet pour qu'elle puisse se restaurer. Et on pouvait faire l'atelier avec eux. Ensuite, ils allaient faire la transmission et on récupérait finalement l'équipe de jour qui venait se restaurer. Voilà.
c'est quelque chose qu'on a fait qui fonctionnait bien, parce que c'est vrai que sur toutes mes expériences dans ce domaine hospitalier, c'est vraiment compliqué, ne serait-ce que voilà, pour une personne de l'équipe de nuit, de venir sur son temps libre le jour pour faire un atelier de conception. Et on a des hôpitaux et des services dans lesquels vraiment, même les chefs de service, ils étaient vraiment étonnés de voir qu'il y a des gens qui venaient quand même sur leur temps libre et sur leur temps de sommeil pour faire la conception. Je voulais aussi vous montrer ce modèle de réhumanisation. Alors, c'est des éléments qu'on a commencé à travailler avec un service, mais finalement, et ça aussi c'est une des grandes limites qu'on a pu avoir durant cette période de pandémie, c'est qu'ils voulaient vraiment des résultats très opérationnels. Au début, on avait la volonté de travailler sur cette réhumanisation, des facteurs d'évolution, des jalons, des rôles, des outils, mais on n'a pas pu vraiment le mener au bout, parce qu'il y a je dirais, une pression vraiment des soignants, mais très opérationnelle, pour avoir des résultats concrets. Donc c'est un des sujets qui nous motive, et si certaines personnes travaillent dessus, ça nous intéressera. Je vous remercie de votre attention. Du coup, si vous avez des questions, il y a Aurélien et moi. Vous pouvez lever la main et on vient à vous. Allez. Bonjour, Laura Gautron, merci beaucoup pour cette conférence. J'avais une question. Comment était formulée la demande, le début du projet? Et est-ce que vous avez mis en place des métriques pour mesurer l'impact du projet? La demande, elle était vraiment d'améliorer l'expérience. Après, bien entendu, ça c'était, comment dire, la demande elle est en partie construite, puisqu'on a fait une phase de recherche qui était importante. Mais la demande était quand même d'améliorer l'expérience dans ces services qui étaient difficiles. Et la deuxième partie, pardon, c'était les métriques. Ouais. Sur les métriques. Oui, déjà, on a testé sur des longues périodes et effectivement, on a tout mesuré. Ouais. Par exemple, sur les temps et tout ça, ouais, clairement. Bonjour, je suis ici, Goulven, donc designer de service maintenant. Et je me posais la question, comment vous avez articulé votre présence sur l'hôpital, en fait, pour le temps de design? Est-ce que vous avez tout designé sur place ou est-ce que vous faisiez des allers-retours entre je sais pas, votre studio, votre agence? Alors, nous, on fait jamais. Alors, il y a des petits ajustements sur place. Typiquement, les petites fiches, normalement, on devait les accrocher d'une certaine manière. Il a fallu aller au petit magasin de bricolage à côté pour trouver un autre subterfuge, mais non, on fait tout chez nous. Et après, on est présent durant le temps exploratoire de la recherche. Après, là, c'est des services où, ouais, on a été obligé vraiment, d'un point de vue méthodologique, d'avoir. Là, on avait 5 niveaux de collecte de données distincts. C'est ce qui est un peu plus. Hein. Souvent, on n'en fait que 2 pour recueillir des données sans perturber, sans passer trop de temps non plus dans le service. Mais après, non, tout le prototypage, on l'a fait chez nous, bien entendu. Et après, on l'a acheminé, tout ça, ce qui n'est jamais simple, mais ouais. Merci. Bonjour. Moi, j'ai une question sur la mise à l'échelle des prototypes, éventuellement, dans le sens où les prototypes, au-delà des résultats. Je te vois pas, t'es où? Je suis là. Ouais. Je suis là. Parce que, bon, imaginons que des prototypes valident la phase d'acceptation de tous les personas. Souvent, une mise à l'échelle passe par le numérique. Et dans cette hypothèse, je pense que l'introduction d'un système numérique au sein d'un service comme ça ne doit pas être évident. Est-ce que ça a été un petit peu anticipé, réfléchi? Où la question du numérique n'a pas du tout été prise en compte. Alors déjà, j'avoue que c'est une petite provocation de ma part de ne pas mettre de numérique. Donc bien entendu, on a fait des préconisations avec des outils numériques. Ils ont des outils numériques. La problématique, c'est qu'il y a
très peu de ressources disponibles pour travailler. Donc nous, on avait des objectifs à court terme. Donc voilà, ça a été éliminé assez rapidement, même si on avait forcément une liste qui était importante. Après, il y a, par exemple, sur les petites fiches qu'on a pu voir, ils n'auraient jamais accepté de le faire en numérique. Parce que, encore une fois, il y a des enjeux de traçabilité, il y a des enjeux légaux derrière, alors que de le crayonner, entre guillemets, sur un coin de feuille, ça c'était accepté. Donc, ouais, ils n'ont pas aussi une grande culture du numérique, hein. Ils sont équipés, ils ont des postes de travail, on l'a vu hein, sur le chariot là, qui se déplace. Mais en tout cas, nous, finalement, on n'a pas travaillé sur le numérique et il n'a pas été question de mise à l'échelle sur le numérique, même si je pense que c'est clairement une voie. Merci. Bonjour. Hop, ouais. Damien, designer. Merci pour cette conférence. Il y a quelque chose qui m'interroge. Du coup, vous avez étudié une population en tension avec des rushs de soins, comme vous disiez. Comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre de faire des tâches supplémentaires pour étudier leur travail, leur quotidien ? Alors c'est vrai que je l'ai faite, après coup, je me suis dit que je l'ai fait très rapidement, la réponse sur les métriques. Alors effectivement, quand on est dans la phase de prototypage, là, il va falloir les convaincre. Et il va falloir qu'ils nous fassent un petit peu confiance quand je leur dis, mais non, mais ok, là, oui, effectivement, on va perdre un peu de temps, mais là, on va en gagner. Et ce qui est clé, en fait, c'est si vous faites des tests pendant 2-3 semaines, qu'ils utilisent tout ça au quotidien, on le mesure, on le voit, c'est flagrant. Et c'est vraiment la phase de test qui a permis, alors là je vous ai montré des prototypes qui ont marché, mais j'aurais pu vous en montrer qui n'ont pas marché et qui ont été éliminés derrière. Donc c'est vraiment la phase de test sur un temps qui est assez long, parce que 3 semaines c'est en jour et nuit, hein. 2 à 3 semaines selon les services, et c'est en jour et nuit. Donc sur ce temps assez long, effectivement, c'est une validation par le terrain en fait. Et du coup, ça veut dire que pour les convaincre, vous leur avez peut-être montré des exemples de projets que vous auriez fait avant où il y avait vraiment des gains sensibles ? Non, pas du tout. Puis encore une fois, ils ont très peu de temps, donc on n'a pas du tout la possibilité de faire des choses comme ça. Non, on a mis les prototypes, ils ont utilisé les prototypes, et finalement, il y en a qu'ils ont arrêté d'utiliser d'eux-mêmes, et ceux avec lesquels ils ont perduré dans l'usage, et qu'on a pu modifier, on a itéré, bien entendu, entre-temps, ils les ont acceptés. Mais non, c'est vraiment très empirique. Ok, merci. Oui, bonjour, merci. Moi, ça rejoint un peu la question qui a été posée. C'est un peu la défiance des soignants, parce que vous nous avez fait un état des lieux. Je travaille dans le numérique en santé, et très souvent, ils sont très, très heureux de nous accueillir. Mais en gros, ce qui nous renvoie, c'est super, c'est sympa ce que vous faites, mais moi, ce que je veux, c'est plus de monde. Comment vous avez géré avec ça? Et puis après, il y a aussi la question de la mise à l'échelle. Ça fait combien de temps que vous avez fait l'étude et est-ce que les solutions ont été pérennisées et est-ce que les solutions ont justement été portées sur d'autres hôpitaux, sur d'autres services et quels moyens les hôpitaux ont été prêts à mettre en œuvre pour sortir d'une expérimentation et le développer? Alors, la première question sur, effectivement, moi je veux des postes en plus, je pense qu'il faut l'évacuer directement, quoi. Nous, notre intervention, en aucun cas, alors, ne permettait directement de dire qu'on avait des postes en plus. Après, effectivement, durant toute la phase exploratoire, ils ont utilisé certains de nos résultats pour les remonter et porter le message permanent d'avoir des postes en plus. Mais ça, nous, c'est évacué dans les 5 premières secondes. Attention, on n'est pas là pour vous faire avoir des postes. On est là pour trouver des solutions ensemble et le périmètre, il est là. Et après, sur la question de la pérennisation, effectivement, en plus, nous, sur tous les projets qu'on a travaillé depuis plusieurs années dans le milieu hospitalier, à chaque fois, on travaille plutôt avec des groupements hospitaliers. Donc il y a effectivement la possibilité de dupliquer, de répliquer et d'homogénéiser. Et
il y a une vraie difficulté, il y a une vraie inertie. C'est tout bête, mais commander des plaquettes, des choses comme ça, c'est difficile pour eux. C'est difficile, ça va être très long. Quand je dis très long, ça peut être 18 mois, quoi. Donc, nous, on a fait tout un travail justement de référencement des prestataires qui pouvaient leur faire les choses. On a fait tout pour les aider au mieux. Et après, effectivement, clairement, là, sur les 2 services sur lesquels je me suis un peu plus appuyé, il y a un service qui n'a pas trop donné suite. Et l'autre service, ils ont vraiment donné suite. On a eu voilà, le référencement, on l'a présenté, je dirais, à quelqu'un qui est référent sur les moyens généraux, qui a pu passer les commandes. On a fait des études techniques. Je montrais l'implantation du poste de soin. C'est tout bête, mais il fallait déplacer les tuyaux d'eau, des prises, des choses comme ça. On a essayé de faire la meilleure passation possible. D'autres questions ou le déjeuner se fait... Il y a une question, mais elle est au bout. Du coup, ça va me prendre un petit temps. Bonjour, je suis Isabelle Carvella, donc UX designer Thales. Et je voulais savoir combien de temps avait duré l'étude et chaque partie, chaque phase, recherche, et quelle proportion vous avez mis entre plutôt plus de recherche ou plus de conception et les tests. Ok, ça c'est un exercice de mémoire. Je dirais au global, c'est des projets qui, encore une fois, en réanimation, il y en a un qui a dû durer. Le premier a dû durer quasiment 1 an, 10 mois, et le second a été un peu plus court parce qu'on a pris des enseignements du premier, mais il a quand même duré 7 mois, quoi. Donc après. C'est difficile quand même de faire plus court, notamment pour la partie co-conception que j'évoquais. On peut pas tout. Voilà, il y a des ateliers à planifier et tout. Alors, nous, on a l'habitude d'avoir des phases d'exploration et de recherche qui sont très très denses. Je pense que dans tous nos projets, c'est presque la phase la plus longue à chaque fois du projet. Et là vraiment, c'est compliqué dans ces services. Si on se trompe, ça peut avoir très très vite des conséquences très graves. Donc moi je trouvais qu'il était plus judicieux de passer plus de temps en recherche et pour être sûr de ne pas faire de risques. Après ça dépend des projets. Mais moi en tout cas dans le milieu hospitalier c'est un peu comme ça qu'on travaille. Et ouais, les phases de recherche, c'est 2 mois quoi. C'est 2 mois de 2 à 3 mois. Et je pense qu'il y en a un, on l'a fait en 2 mois, et l'autre qu'on l'a fait en 3 mois, de recueil de données pures, quoi. Voilà. Après, la conception, quoi, le prototypage, ça va assez vite aussi, quoi. Mais je dirais, ouais, 2 mois, et puis après, les petits trous, le lancement, le machin, et on arrive à 9-10 mois, quoi. Après, en termes de dimensionnement, c'est quand même des projets, en tout cas nous par rapport aux autres projets qu'on réalise, qui sont assez petits. Hein, c'est dans un environnement qui ont très peu de moyens. Donc ça peut s'étendre un petit peu dans le temps, mais en termes de volume, c'est vraiment des petits volumes quand même. Par ici, sur votre droite. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. Donc, moi, je m'appelle Jessica, je travaille pour Dedalus, qui est un éditeur de logiciels de santé, donc du dossier patient informatisé qu'on déploie dans différents services. Étant ancienne soignante également, ça parle. Moi, je voulais savoir déjà sur quel type d'hôpitaux vous aviez déployé cette approche. Est-ce que c'était du privé ou du public ? Et quand ces hôpitaux est-ce que c'est une démarche des hôpitaux qui sont venus vous chercher, ou est-ce que c'était un projet peut-être au niveau des ARS ou ce genre de choses pour la QVCT? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est est-ce que vous avez pu identifier pourquoi certains services ne s'y sont pas mis, malgré le fait d'avoir testé?
vous parliez d'inertie, mais il y a certainement d'autres facteurs. Et j'en ai encore une. Est-ce que vous aviez également des... on sait que dans les hôpitaux, il faut aussi avoir des forces en interne pour motiver les équipes, les cadres, la direction, mais pas que. Oui, oui, c'est tous les autres niveaux que je n'ai pas mentionnés. Hein, voilà. Et qu'est-ce qui... est-ce que justement dans ces établissements où ça a fonctionné, c'est parce qu'il y avait un moteur en interne ou pas? Enfin, voilà, ça fait beaucoup, je sais. Ouais. Alors, je suis désolé. Donc la première question, hôpital public, hôpital privé. Alors, nous, habituellement, on travaille quasi essentiellement avec du privé. On a travaillé beaucoup dans des hôpitaux privés, des groupements hospitaliers privés, mais là, les deux exemples, ce sont dans des hôpitaux publics. Voilà. La genèse de ce projet, on travaille habituellement pour des grands industriels. Et en fait, on s'est retrouvé à travailler pour ces grands industriels dans des hôpitaux, et c'est là qu'effectivement, au contact des personnes, les personnes nous ont dit ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Alors que sur les groupements hospitaliers privés, là, on a des vraies demandes officielles avec en face, on a des profils de directeurs d'expérience patients ou autres. Voilà. Donc il y avait cette question-là. La suite du projet, pourquoi certains services ont adhéré, d'autres pas? Oui, alors, le mot adhésion est vraiment bien choisi. En fait, déjà, est-ce que effectivement tous les services où tout le monde a adhéré, où tout le monde est venu aux ateliers, où tout le monde a participé, ça s'est déroulé de manière très fluide. Et celui où ils n'ont pas mis en place, typiquement, il y avait un tel turnover que d'un atelier à un autre atelier, on n'avait pas les mêmes personnes en face de nous. Là c'est assez difficile, en fait, pour pérenniser les choses. À chaque fois, on doit réexpliquer. Là, on voit que c'est beaucoup moins fluide, en fait. Et c'est ce manque de pérennité dans les équipes qui... nous aussi, peut-être qu'on aurait dû peut-être améliorer certains éléments, et je suis très modeste là-dessus. Hein. Mais par contre, c'est vrai que d'avoir tout le temps des interlocuteurs qui changent, ça, c'est pas facile. Et vous aviez des soutiens en interne dans les structures qui ont aussi donné une inertie aux équipes pour s'y mettre, parce qu'on bien entendu, en santé, on sait que ça c'est obligatoire. On a des systèmes d'ambassadeurs. On avait un ambassadeur pour les kinés, un ambassadeur pour les infirmiers et tout ça. Et puis puis on travaillait bien entendu avec les cadres, avec la direction, ça c'est obligatoire. Voilà, quoi. Merci beaucoup. Merci.